En fait, je suis partie exactement de ce constat que, globalement, beaucoup de gens, beaucoup de mouvements paraissent mettre un peu leur salut, notre salut politique, dans un texte constitutionnel, soit qu'il s'agisse de le changer complètement, ou juste de le modifier à la marge. Si je reste simplement sur la question de la Constitution, je dis... souvent j'entends oui mais il faut bien commencer par quelque chose. Ce que j'explique c'est que justement c'est surtout pas par ça qu'il faut commencer. Parce que si on commence par ça, ça veut dire qu'en effet on reproduit de manière indéfinie la logique. Donc moi je ne sais pas si la question constitutionnelle est définitivement à écarter du combat politique. Ce que je dis c'est qu'en tout cas ça ne passe pas d'abord par ça, et c'est à peu près évident, et que si on commence par ça, on a toutes les chances en fait de retomber sur les mêmes écueils. Donc changer nos catégories de pensée, c'est sans doute le plus difficile à faire, parce que c'est toute une éducation à refaire, c'est toute... des repères voilà, c'est des repères à perdre, exactement. Mais c'est pour ça que je propose dans cet ouvrage au moins de montrer où sont les repères, pour que on puisse plus facilement les dissoudre ou faire des pas de côté. Mais comme on n'en a pas conscience, et en fait voilà, moi je crois que finalement ce que je propose fondamentalement dans cet ouvrage, c'est de nous recaler par rapport à nos représentations de la Constitution, de dire voilà, on pense la Constitution comme ça, mais en fait c'est plutôt ça, et donc à partir de ce moment-là, essayons de commencer à penser. Hein, c'est un peu l'idée. Alors concrètement, quand on parle de Constitution, on parle d'un texte. Un texte qui a plusieurs parties. Il y a une partie où il y a une forme de récit qu'on peut comparer à une forme de mythologie, où on dit des choses très aimables sur la société, sur le corps politique et social, donc tous les hommes sont libres, tous les hommes sont égaux, etc. Voire on associe ces idées à une belle histoire, celle du pays que le texte concerne. Et en général, c'est pour ça qu'on aime les constitutions. On se réfère facilement à la Constitution comme notre pacte social, notre contrat social, grâce à ces éléments-là. Et puis, il y a toute l'autre partie dans le texte qui consiste à organiser les pouvoirs, à dire quels sont les organes de pouvoir, le président, le Parlement, etc., et à dire comment celui-ci va exercer son pouvoir. Et ce que je note, en fait, c'est que la deuxième partie, c'est celle qui, en réalité, est vraiment effective. C'est celle qui trouve une efficacité. Mais à cause de quoi ? À cause de la première partie. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas réellement libres, ne sont pas réellement égaux, c'est un euphémisme, mais c'est grâce à ce discours-là qu'on aime les constitutions, et que donc, comme les constitutions, on les aime, elles paraissent donner toute la légitimité suffisante au pouvoir qui s'exerce. Oui, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Oui. C'est-à-dire que sinon, l'institution du pouvoir ne fonctionnerait pas. C'est qu'il faut bien instituer le pouvoir pour de bonnes raisons. Et donc, s'il n'y avait pas cette partie-là, en effet, ça ne marcherait pas. Si on ne parlait pas au nom du peuple, si on ne disait pas plein de belles choses à propos de ce que devrait faire le pouvoir, eh bien ça ne marcherait pas. Parce que ça voudrait dire, finalement, n'importe qui peut arriver, exercer le pouvoir. Non, il faut une raison, une bonne raison pour qu'il exerce le pouvoir. Donc c'est pour ça que je dis que, d'une certaine manière, tous ces énoncés dont je parle, d'adhésion, d'appartenance, effectivement, n'ont pas de réalité dans le social. Néanmoins, ils sont très utiles pour le pouvoir. Et c'est bien pour cela qu'on a diffusé l'idée constitutionnelle, et qu'on continue à tenir des discours à propos des constitutions qui les rendent nécessaires. Si le pouvoir n'a plus de constitution, il a pour l'instant, en tout cas dans notre paradigme actuel, il n'a plus de raison de tenir. Donc c'est nécessaire de maintenir cette idée que la Constitution est justement nécessaire. C'est nécessaire pour le pouvoir, et c'est nécessaire partout dans le monde. La Constitution n'a quasiment jamais eu aucun lien réel, comme je dis, factuel, avec le peuple. La Constitution a toujours parlé au nom du peuple, toujours, mais le peuple est inexistant en réalité dans cet acte-là. Non seulement ce n'est pas lui qui l'écrit, mais en plus, ce texte conduit à le mettre complètement à distance du pouvoir,
aussi bien au XVIIIe qu'aujourd'hui, parce que finalement, est-ce qu'on a un lien réel avec le pouvoir ? Je crois qu'on peut dire clairement que non. Et pourtant, nous le croyons via ce texte-là. Donc en fait, c'est une totale illusion. Qu'est-ce qu'on fait réellement avec les constitutions ? Est-ce qu'on a libéré les peuples avec les constitutions ? Est-ce qu'on a vu une constitution changer quelque chose ? Non, on ne voit pas une constitution changer quelque chose. Ça succède parfois à un changement, mais ça ne précède jamais. Au XVIIe, XVIIIe, il y a l'émergence de ce qu'on appelle classiquement la classe bourgeoise, qui est, par exemple, à l'origine des fameuses déclarations anglaises des droits en 1628 et 1689. Et ces déclarations, elles ont vraiment pour objet, pour ambition, de limiter le pouvoir de la monarchie qui intervient trop dans les affaires, comme on dit. Alors il intervient trop dans les affaires, comment ? D'abord parce que souvent il veut faire la guerre, donc il veut de l'argent, et donc il demande de l'argent là où il est. Et puis, comme on est encore dans un pouvoir quand même très arbitraire, du coup, le pouvoir utilise un peu les instruments dont il dispose, donc il va arrêter un tel, qui pendant ce temps-là, donc du coup, sera mis en prison, même et parfois sans motif, et donc ne pourra pas faire ses affaires, etc. Donc on lui dit, voilà, il faut plus faire ça, donc il faut qu'on soit d'accord pour donner de l'argent, il faut pas nous arrêter sans aucun motif, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle les droits, dont nous avons retenu l'aspect collectif, mais sauf que la problématique, c'est que ces droits, ils servent vraiment à protéger certains intérêts, et ceux qui n'en ont pas n'ont rien à protéger. Donc, ils ne sont pas concernés en réalité par ces déclarations. Donc ça, c'était... j'allais dire presque un constat de départ. Mais comment est-ce qu'on fait le lien vraiment structurel, réel avec le constitutionnalisme ? En réalité, il faut remettre ça dans un plus grand contexte. Et l'idée, c'est que je m'aperçois en lisant les philosophes politiques, mais aussi en lisant ou en voyant ce qui se passe au cours des XVIIe et XVIIIe siècles autour du pouvoir, autour des gens qui ont un lien d'une manière ou d'une autre avec le pouvoir, que ce pouvoir-là, justement, ne se pense plus qu'à partir de la question économique. Et tous les philosophes politiques dont on parle, que ce soit Locke, Hobbes ou Montesquieu, par exemple, mais évidemment il n'y a pas que, pensent toujours le pouvoir en lien avec la question économique, quelle que soit la manière dont ils vont envisager ces liens. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une doctrine, pas du tout. Mais on ne pense plus ce pouvoir que comme ça. Et donc, le bon pouvoir, c'est celui qui va permettre que les rapports économiques se déploient de manière la plus harmonieuse possible. Alors, ensuite, il y a différentes manières de le penser. Mais il se trouve que, j'allais dire, ceux qui l'emportent, c'est ceux qui, en particulier, en fait, n'ont pas de rapport affectif à la monarchie. Donc, ce sont pas des nobles, c'est pas trop les religieux, les magistrats, l'armée, etc. Non, ce sont en fait donc ceux qui font des affaires. C'est eux qui finissent par l'emporter et qui vont organiser le pouvoir de telle sorte que celui-ci doit rester à distance des relations économiques. Rester à distance, et en même temps, je suis partiellement d'accord avec l'analyse de Michel Foucault aussi, qui disait que finalement, le pouvoir ne va pas seulement être limité de l'extérieur. En fait, on va le penser par définition comme un pouvoir limité, pour, dans la perspective de préserver les intérêts de l'économie. Et en fait, toute l'histoire du constitutionnalisme à la suite vient confirmer ce fait. Et ce qui fait que parfois on vient changer les règles constitutionnelles, on vient ajouter des mécanismes ou en enlever. On passe par exemple d'une vision où il faut que le pouvoir n'intervienne pas dans l'économie à une vision contemporaine où au contraire il faut que le pouvoir intervienne dans l'économie pour faciliter le fonctionnement de celle-ci. Donc peu importe comment on voit le pouvoir, ce qui compte c'est qu'on ne le voit qu'en lien avec cette question économique. On a
plein de déclarations des révolutionnaires qui sont en rapport avec la question propriétaire. D'ailleurs, en général, on exclut, à l'époque, c'est très clair, on exclut la démocratie, parce que la démocratie, c'est hyper dangereux pour la propriété. Pourquoi? Parce que le plus grand nombre n'est pas propriétaire. Donc si le plus grand nombre décide contre le plus petit nombre propriétaire, eh bien, on comprend bien qu'il y a un risque de renversement. Donc l'origine, pour moi, du constitutionnalisme, c'est vraiment la préservation de certains intérêts. C'est vraiment la préservation des intérêts. En tout cas, ce que j'appelle sont les gagnants du processus constitutionnel, donc ça peut être des pouvoirs différents en fonction des époques, ceux qui sont les gagnants peuvent globalement utiliser le texte à leur guise. Hein. Ça se voit partout, partout dans le monde, et chez nous compris. Pourquoi? Parce que la structure de l'organisation du pouvoir fait qu'on n'a pas la main dessus. Personne n'a la main dessus. Et là encore, il y a aussi une illusion à croire qu'il existe des contre-pouvoirs. Parce que ça globalement, c'est une supercherie. On regarde les jurisprudences des cours constitutionnelles, et la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, le droit de propriété sont constamment protégés par les cours constitutionnelles. Globalement, elles ne les censurent pas. Parfois, elles censurent justement quand ils ont des aspects sociaux. Hein, c'est quasi systématique. Là où on voit bien que tout le reste est passé, les états d'exception justement, limitation, restriction, voire interdiction de liberté de manifester, liberté d'expression. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les libertés nous sont accordées, alors ça a l'air un peu obsessionnel chez moi, mais ça n'est pas tant que ça, qu'à la mesure de ce que ça ne nuira pas de toute façon au bon déploiement toujours des rapports économiques. Voilà, nous sommes dans le type de pays où ponctuellement on peut gagner des batailles. On peut arguer de certaines libertés pour gagner des batailles. Je ne peux pas le nier, mais est-ce que ça change à la fin le fait que, il y ait de toute façon une réelle mise à distance du peuple vis-à-vis de l'exercice du pouvoir, et que tout ça permet à une forme de pensée des rapports sociaux au prisme des intérêts économiques, de prospérer tout à fait sans contrainte,